Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Marie Langlois, gestionnaire des programmes et services éducation et inclusion au Bureau national de l'Association canadienne des malentendants, l'AMEC. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que notre bureau, situé à Ottawa, se trouve sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. L'AMEC rend hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, et reconnaît leurs contributions passées et présentes à cette terre. Quelques informations pratiques avant d'aller plus loin. Des services de sous-titrage sont offerts aujourd'hui. Vous pouvez activer les sous-titres directement dans Zoom en sélectionnant l'option « Sous-titres » ou encore cliquer sur le lien qui a été partagé dans le clavardage. Nous sommes en format webinaire, ce qui signifie que vos caméras et vos microphones sont désactivés. Nous garderons du temps à la fin pour répondre à vos questions. Je vous invite donc à les inscrire dans la section Q&R au fur et à mesure. Nous répondrons au plus grand nombre possible selon le temps disponible. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Écoute Listen. Ce projet vise à offrir davantage de ressources et de soutien en français aux personnes francophones de l'Ontario vivant avec une perte auditive. Il est financé par le gouvernement de l'Ontario, que nous remercions chaleureusement pour son appui. C'est maintenant avec grand plaisir que je vous présente notre conférencier, Danny Pinault, docteur en audiologie. Danny possède plus de 25 ans d'expérience clinique, autant en pratique privée qu'au sein d'organismes sans but lucratif. Il se spécialise dans la perte auditive, les acouphènes et l'hyperacousie. Il pratique actuellement à Hear Canada dans la région de Durham et enseigne également à l'Université Atesti aux États-Unis. Il contribue à la formation continue d'audiologistes à l'international et participe à l'élaboration de cours portant sur l'évaluation et la prise en charge des troubles auditifs, ainsi que sur les liens entre la perte auditive et la santé cognitive. Reconnu pour son expertise, il a reçu le prix Alumni Scholar de l'Université Atesti et a collaboré avec Statistique Canada à la préparation de rapports nationaux sur la santé auditive des Canadiennes et Canadiens. Très engagé dans la vulgarisation scientifique, Danny publie régulièrement des articles et participe à des formations, des webinaires et des balados destinés autant aux professionnels qu'au grand public. Aujourd'hui, il nous propose une approche claire, humaine et accessible de la perte auditive, en mettant l'accent sur la compréhension, l'impact au quotidien et les stratégies pour mieux vivre avec ces réalités. Au cours de ce webinaire, vous découvrirez les notions clés liées à la perte auditive, ce que c'est, ses causes possibles et pourquoi bien entendre est si important. Vous apprendrez également à lire un audiogramme, à comprendre la banane de la parole, à explorer les différentes options de traitement et de soutien, et à distinguer le rôle d'un audiologiste de celui d'un audioprothésiste. Que vous viviez vous-même avec une perte auditive, que vous accompagniez un proche ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre le sujet, ce webinaire vous offrira des repères concrets et accessibles. Danny, je te cède maintenant la parole. Wow, merci pour cette belle introduction et surtout merci pour l'invitation à présenter ce webinaire sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la perte auditive. Alors, je vais partager là, ma présentation. Peut-être me donner quelques secondes ici. Là. Euh, Someone else is sharing. Alors, peut-être, so maybe we're gonna stop sharing. Um, yeah, OK, OK. parfait. Voilà. Alors,
So, Anne-Marie, everything okay? Oui, Perfect. oui. Merci. Juste ajuster. Mais comme je disais, merci pour cette belle introduction. Et qu'est-ce que nous allons couvrir et découvrir ensemble pendant ce webinaire? Dans un premier temps, voyons ce que l'on entend par perte auditive et mettons en évidence là, quelques faits sur la diminution de l'audition à partir de données recueillies par Statistique Canada. Et regardons pourquoi bien entendre est si important dans le quotidien. Et nous aborderons aussi les différents types de pertes auditives et leurs causes possibles. Et nous parlerons même, là, si on a le temps, là, des difficultés auditives dites invisibles, comme les troubles du traitement auditif, la synaptopathie cochléaire, les acouphènes et l'hyperacousie. Nous apprendrons également à lire les informations sur un audiogramme et particulièrement là, ce qu'on appelle la banane de la parole. Et oui, vous avez bien entendu, là, j'ai bien dit la banane de la parole. Et nous explorerons les options de traitement pour la perte auditive. Et finalement, nous clarifierons la différence entre un ou une audiologiste et un ou une audioprothésiste, ou HIS pour Hearing Instrument Specialist en anglais. Hein, l'audiologiste et l'audioprothésiste, ou HIS, sont les deux professionnels de l'audition au Canada, sans oublier bien sûr les otorhinolaryngologistes, qui sont des chirurgiens spécialisés dans l'oreille, le nez et la gorge. Alors, commençons le webinaire en expliquant ce que l'on entend par perte auditive. En gros, c'est quand il devient plus difficile d'entendre certains sons et de comprendre ce que l'on entend. Hein. C'est important de répéter ici, là. La perte auditive n'est pas seulement une diminution de la capacité à entendre, mais aussi une diminution de la capacité à comprendre ce que l'on entend. La perte auditive peut toucher une ou les deux oreilles, être légère ou sévère et se manifester de façon progressive ou soudaine et à tout âge. La perte auditive peut rendre certains sons plus difficiles à percevoir, surtout la parole, et en particulier dans le bruit ou dans les situations de groupe. Maintenant, j'aimerais passer en revue quelques données là, sur la perte auditive et quelques faits qui pourraient en surprendre quelques-uns d'entre vous. OK? Je vais juste faire un petit ajustement ici, là. OK, voilà. Euh, des petits faits là, qui pourraient en surprendre quelques-uns d'entre vous. Saviez-vous que la perte auditive est la cinquième incapacité la plus répandue au pays? Hein? Plus de 1,6 million de Canadiens ont une perte auditive importante ou très marquée, là. Selon une enquête canadienne sur la santé auditive à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, là, en collaboration avec Statistique Canada, environ 8,2 millions de Canadiens âgés de 40 à 79 ans, 80 ans présentent au moins une perte auditive légère sur les hautes fréquences. Saviez-vous que les personnes atteintes de diabète ont beaucoup plus de risques de perte auditive que celles qui n'en ont pas? Hein? Pour les personnes avec un prédiabète, le risque est aussi augmenté, mais de façon plus modérée. Le diabète peut endommager les petits vaisseaux sanguins de l'oreille interne et du nerf auditif qui transmettent là, le son au cerveau, ce qui peut réduire l'audition avec le temps. Alors, une bonne gestion du diabète avec les médicaments, l'alimentation et l'activité physique là, peut diminuer ce risque. Et saviez-vous que les personnes faisant de l'hypertension présentent aussi un risque plus élevé de perte auditive? Une tension artérielle élevée peut aussi affecter l'oreille interne et le nerf auditif et rendre la perception des sons là, moins efficace. Les personnes dont la pression artérielle est mal contrôlée ont donc un risque beaucoup plus élevé de difficultés auditives, un peu comme on l'observe là, avec le diabète. Encore une fois, une bonne gestion de la tension artérielle par les médicaments, l'alimentation et l'activité physique peut contribuer là, à réduire ce risque de façon significative. Finalement, saviez-vous qu'il existe un lien entre la perte auditive non traitée et la démence? Hein? La recherche montre que la perte auditive chez les
adultes plus âgés n'est pas si anodine ou simple là, qu'on pourrait le penser. Les études indiquent que les capacités cognitives peuvent diminuer, peuvent décliner plus rapidement chez les adultes plus âgés avec une perte auditive non traitée ou qui n'utilisent pas d'appareil auditif. Et par capacité cognitive, on entend là, des fonctions comme la mémoire, la concentration, la compréhension du langage, la rapidité à traiter l'information ou encore là, la capacité à planifier et résoudre des problèmes. Ça ne veut pas dire que la perte auditive non traitée cause la démence directement, mais elle peut avoir un impact. Donc, et quand le cerveau reçoit moins de sons ou reçoit moins de stimulation sonore, certaines zones là, du cerveau se déconnectent un peu ou ne fonctionnent pas aussi bien avec le temps. OK? Et parfois, cela peut pousser les gens à s'isoler socialement parce qu'il devient difficile de suivre une conversation ou de participer là, pleinement aux échanges et aux activités de loisirs. La bonne nouvelle, c'est que de porter des appareils auditifs peut aider le cerveau à rester actif, protéger nos capacités cognitives et surtout maintenir une bonne qualité de vie. Alors pourquoi est-il si important de bien entendre? C'est parce que une bonne audition nous aide, entre autres, à rester connectés à notre famille, à nos amis, à nos collègues, au son de la vie quotidienne, à la musique qu'on aime, à la télévision et la radio. Une bonne audition nous aide aussi à rester en sécurité et à nous protéger, hein, car elle nous permet d'entendre certains sons importants autour de nous, comme les klaxons des voitures, les alarmes ou les signaux d'avertissement. De pas entendre ces sons là, peut rendre les déplacements un peu plus risqués. Finalement, une bonne audition nous permet d'être attentif à ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, hein. On peut entendre le téléphone qui sonne, le bip du micro-ondes, on peut entendre la sonnette de la porte, une alarme ou même un détecteur de fumée. Bref, une bonne audition est importante pour notre qualité de vie. Avant d'aborder les différents types de pertes auditives et leurs causes possibles, j'aimerais faire un rappel sur l'anatomie là, et le fonctionnement du système auditif. Ça va nous aider à mieux comprendre là, ce qu'on expliquera par la suite. OK? Alors, je vais juste tourner ici là, mon pointeur laser. Ah, OK. Sur l'illustration, ici, là, on voit l'oreille divisée en trois sections, hein. On voit l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Alors, commençons avec l'oreille externe, hein. L'oreille externe comprend le pavillon et le conduit auditif qui mène au tympan, hein. La peau du conduit auditif est assez extraordinaire parce qu'elle contient des petites glandes qui produisent le cérumen ou la cire d'oreille, hein. La cire d'oreille agit un peu comme un filtre naturel. Elle aide à attraper la poussière, les petites particules et surtout attraper les microbes avant qu'ils n'aillent plus loin dans l'oreille. Là, maintenant, on va regarder l'oreille moyenne, hein. C'est une petite cavité séparée de l'oreille externe par le tympan et séparée de l'oreille interne par deux petites membranes qu'on appelle la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. À l'intérieur là, de l'oreille moyenne de cette petite cavité-là, là, on y retrouve trois petits os appelés osselets, qui sont en fait les trois petits os, les plus petits os du corps humain, hein. Et pour ceux qui font des mots croisés, là, cette question revient souvent. Et vous souvenez-vous de leur nom aux petits osselets, hein? Dans un premier temps, nous avons le marteau, l'enclume ici et l'étrier. Les osselets ont un rôle super important. Ils transforment le son capté par le tympan en vibration mécanique qu'ils envoient ensuite là, à l'oreille interne via le mouvement de l'étrier ici, là. L'oreille moyenne contient aussi la trompe d'Eustache, là, hein. On peut la voir ici, la trompe d'Eustache, un petit canal ou un conduit là, qui relie l'oreille moyenne à l'arrière du nez. OK? Cette trompe est aussi importante parce qu'elle aide à équilibrer la pression barométrique
ou la pression atmosphérique là, dans l'oreille moyenne. C'est pour ça qu'on la sent parfois se bloquer ou se débloquer dans les airs pendant le vol et à l'atterrissage au sol, hein. Ou quand on passe de la faible pression atmosphérique en haute altitude à la pression atmosphérique plus élevée là, sur la terre ferme. Et finalement, on a l'oreille interne, hein. Dans l'oreille interne, il y a la cochlée, hein, la cochlée ici, une petite spirale qui transforme les sons ou les vibrations mécaniques provenant de l'étrier en signaux électriques. Et ces signaux-là, là, ils passent par le nerf auditif. On le voit un petit peu ici, le nerf auditif en jaune, là. Et le nerf auditif agit un peu comme un câble électrique. Et c'est ça, lui, il achemine ces signaux-là directement au cerveau. Et le cerveau interprète le son et lui donne du sens. Et à côté de la cochlée, on a ce qu'on appelle le système vestibulaire qui contribue à notre équilibre et à notre orientation dans l'espace. Alors, il existe trois grands types de pertes auditives, hein, de pertes auditives. Trois grands types. D'abord, nous avons la perte auditive conductive. Cela arrive quand il y a un problème dans l'oreille externe ou moyenne. Et il y a aussi la perte auditive neurosensorielle. Et si le problème vient de l'oreille interne ou du nerf auditif. Et finalement, il y a la perte auditive mixte. Et comme son nom l'indique, là, c'est un mélange des deux types. Alors, parlons de la perte auditive conductive, hein. La perte auditive conductive concerne l'oreille externe, hein, l'oreille externe ici et l'oreille moyenne. En gros, le son n'arrive pas comme il faut là, à l'oreille interne. Puis ça peut être causé par des bouchons de cérumen ou de cire là, qui bloquent le conduit auditif. Ça peut être causé par des infections ou des inflammations de l'oreille moyenne, comme les otites. Ça peut être causé par des problèmes avec les osselets, comme un os qui bouge mal ou qui se bloque, comme on le voit souvent là, dans la maladie de l'autosclérose. Et ça peut être causé par des perforations du tympan ou des malformations de l'oreille externe ou moyenne. Maintenant, parlons de la perte auditive neurosensorielle. Elle, là, elle se situe dans l'oreille interne, dans la cochlée ou le nerf auditif, hein. C'est la forme la plus courante, représentant environ 90% des pertes auditives permanentes chez les adultes. En gros, l'oreille interne ou le nerf auditif ne transmet pas correctement le son au cerveau, hein. Cela peut être causé par le vieillissement naturel de l'oreille interne, causé par l'exposition prolongée ou soudaine à des sons forts. Ça peut être causé par la maladie de Ménière qui correspond à une accumulation de liquide ou d'endolymphe dans l'oreille interne et qui provoque aussi des épisodes de vertige ainsi que des bourdonnements d'oreilles. Ça peut être causé par certaines tumeurs, hein, comme le schwannome vestibulaire ou le neurome acoustique. Ça peut être causé par le diabète, par l'hypertension et finalement par certains médicaments qui sont nocifs là, pour l'oreille interne, comme certains antibiotiques comme le gentamicine et certains traitements de chimiothérapie là, comme le cisplastine. Même des médicaments couramment utilisés, là, comme l'aspirine, peuvent affecter l'oreille interne si utilisés là, à forte dose sur une longue période. Finalement, parlons de la perte auditive mixte. Comme son nom le dit, là, la perte auditive mixte est causée par des problèmes au niveau de l'oreille externe, moyenne et interne. D'abord, il y a quelque chose qui bloque ou affaiblit le son dans l'oreille externe ou moyenne et un problème aussi là, dans l'oreille interne qui fait que le son n'est pas bien transmis au cerveau. Maintenant, je vais vous proposer euh, un petit sondage juste pour m'assurer que vous m'écoutez là, bien. OK? Permettez-moi de vous poser la question suivante. Hein? Quel type de perte auditive est la plus courante? A, la perte auditive conductive, B, neurosensorielle ou C, mix.
Là, on va donner un peu de temps là, à Anne-Marie là, pour compiler les résultats. Oui, on est fini. Ouais. Wow! On a vraiment une audience très attentive. Oui, la réponse est en effet la perte neurosensorielle ou B ici, là. Euh, c'est la plus fréquente et se rencontre dans 90% des cas. Félicitations! Comme ils disent en anglais, good job. OK. Euh, En plus des pertes auditives conductives, neurosensorielles ou mixtes, il existe des situations où l'écoute là, peut être compliquée, même si vos oreilles semblent normales. OK? D'abord, il y a les troubles du traitement auditif, où le cerveau a du mal à organiser et à interpréter les sons, surtout lorsqu'il y a du bruit là, autour de nous. Ensuite, il y a la synaptopathie cochléaire ou hidden hearing loss, comme ils disent en anglais, où certaines connexions entre l'oreille interne et le cerveau sont fragiles, là, ce qui rend la transmission, là, ce qui rend l'écoute difficile dans les environnements bruyants. Vous connaissez peut-être déjà les acouphènes, hein? Ce sont des sons que l'on entend sans source externe, des sons souvent qu'on nomme fantômes et qui sont générés par le cerveau. Et enfin, l'hyperacousie, où certains sons de la vie quotidienne dits normaux là, peuvent sembler trop forts, voire douloureux, là, parce que le cerveau amplifie de manière excessive là, ces signaux sonores-là. Bref, l'audition, ce n'est pas seulement une question d'oreille, mais aussi le cerveau qui travaille, là, qui travaille fort pour nous aider à comprendre là, le monde sonore autour de nous. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelles sont les causes possibles des difficultés auditives dites invisibles. Le cerveau peut parfois, comme on l'expliquait là, le cerveau peut parfois avoir du mal à organiser et interpréter les sons, euh, ce qui peut être causé par des troubles neurodéveloppementaux survenus dans l'enfance. Ça peut être causé par des accidents cérébrovasculaires ou des ACV, des traumatismes crâniens ou simplement le vieillissement. Puis même si l'audition semble normale, l'exposition chronique au bruit, certains médicaments ou des maladies peuvent affaiblir les connexions entre l'oreille interne et le cerveau. Finalement, le cerveau peut parfois réagir à ce qui se passe dans l'oreille et dans nos vies à cause du stress, de la maladie, etc. Le cerveau peut créer des sons fantômes, comme un sifflement ou un bourdonnement d'oreille qu'on appelle des acouphènes, ou même amplifier là, des bruits du quotidien, hein, ce qui peut devenir dérangeant, gênant, voire même douloureux là, pour certaines personnes, comme dans l'hyperacousie. Ces difficultés auditives-là sont souvent le résultat là, d'une combinaison de facteurs liés aux oreilles et au cerveau, et elles ne se détectent pas toujours avec un test d'audition de routine, dont le terme invisible. Maintenant, parlons de l'audiogramme. OK? C'est un graphique, l'audiogramme, qui montre comment une personne entend les sons. OK? Il est réalisé durant un test auditif et indique quels sons sont bien perçus et lesquels le sont moins. Premièrement, il faut savoir que sur l'audiogramme, que l'audiogramme a deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. OK? L'axe horizontal représente les fréquences, c'est-à-dire la hauteur des sons. Alors, les sons graves, là, les sons graves ici, comme un moteur ou un tambour, là, se situent à gauche, et les sons aigus, là, comme le chant des oiseaux, certaines consonnes là, dans la parole, comme le S, F, Ch, K, hein, se situent à droite ici, là. Maintenant, l'axe vertical représente l'intensité, c'est-à-dire le volume du son. Alors, plus on descend là, sur le graphique, plus le son devient fort. OK? Sur l'audiogramme, on peut y voir les différents symboles qui représentent chaque oreille. En général, là, les petits cercles, correspondent à l'oreille droite, tandis que les X là,
correspond à l'oreille gauche. OK? Ces symboles indiquent pour chaque fréquence le son le plus faible que la personne peut entendre, ce qu'on appelle là, le seuil d'audition. Maintenant, abordons la banane de la parole. Hein? La banane de la parole. Ça, là, c'est une zone en forme de banane dessinée sur le diagramme. Hein? Elle représente l'endroit où se situe la majorité des sons de la parole humaine. OK? À l'intérieur de cette zone-là, là, on retrouve les voyelles A, E, I, O, U, hein, les voyelles. Et les voyelles, ce sont des sons plus graves et plus forts, là, de façon générale. Et dans la banane aussi, on retrouve les consonnes, les S, F, T, Ch, P, Q, T, hein. Ce sont des sons beaucoup plus aigus et souvent plus faibles. Et pourquoi la banane de la parole est si importante? C'est parce que entendre un son, c'est pas la même chose que comprendre la parole, hein? Si certaines zones de la banane ici, la banane de la parole, ne sont pas bien perçues ou entendues, on peut avoir de la difficulté à comprendre clairement les mots, à entendre les sons plus faibles, ou parfois les deux en même temps, là. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent «j'entends, mais je comprends pas». Alors, cet audiogramme ici est typique, là. Hein, ça, c'est un audiogramme typique d'une perte auditive liée à l'âge, au vieillissement, hein. On voit que les sons, euh, on voit que les sons aigus, là, sont plus difficiles, les sons aigus sont plus difficiles à entendre, notamment les consonnes. Le résultat de ça, d'une perte comme ça, là, la parole devient moins claire, même si les sons semblent suffisamment forts. Souvent, la personne va dire, ben, je t'entends bien, là, mais des fois, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre ce que mon mari ou ce que ma femme me disent. Quand on parle de perte auditive, là, la perte auditive la plus fréquente, c'est celle liée à l'âge. Hein, ça, c'est important de retenir, OK? En vieillissant, la plupart des gens vont en avoir une, surtout après 65 ans et encore plus après 75 ans. C'est un mélange de vieillissement normal et de tous les bruits là, auxquels on a été exposé là, au fil des années. Et parfois aussi de problèmes de santé comme la haute pression, le diabète et certaines médications là, qu'on a pris dans le passé, là. Maintenant, la perte auditive liée au bruit est aussi très fréquente et se classe en deuxième position, en deuxième place, là. On la voit souvent plus tôt dans la vie, chez les gens exposés à des environnements bruyants, au travail ou pendant les loisirs, comme les concerts ou l'écoute de musique forte. Elle est en grande partie, là, la perte auditive liée au bruit évitable, mais elle peut accélérer aussi la perte auditive là, plus tard. Bref, le bruit endommage l'audition plus tôt dans la vie, mais la perte auditive liée à l'âge reste la plus répandue simplement parce qu'on vieillit tous. Et là, ça nous mène à notre deuxième petit sondage. Et permettez-moi encore une fois là, de vous poser là, la question suivante. Quelle est la cause la plus fréquente de perte auditive? A. L'âge. B. Le bruit. C. La cire d'oreille. Ou D. Les infections ou une otite. Puis là, je vais donner encore un peu de temps là, à Anne-Marie pour compiler les résultats. Ah, parfait. Encore une fois, euh, félicitations. La réponse est effectivement A, l'âge, et, euh, et c'est la cause la plus fréquente là, de perte auditive neurosensorielle. Merci Anne-Marie pour ton aide, hein. Ça va vite, ça passe. OK. Oui. Continuez ici. Maintenant, nous allons brièvement là, explorer comment on peut aider les personnes avec une perte auditive, hein. Dans cette section, là, nous parlerons des traitements médicaux et chirurgicaux.
Nous parlerons des appareils auditifs. Nous parlerons des implants auditifs, qu'ils soient osseux ou cochléaires. Et nous parlerons des appareils de suppléance à l'audition. Commençons avec les traitements médicaux et chirurgicaux. OK? Pour les pertes auditives conductives ou mixtes, il arrive que des traitements médicaux ou chirurgicaux là, peuvent améliorer l'audition. OK? Par exemple, on peut traiter une infection bactérienne de l'oreille ou traiter une otite, là, comme on appelle, avec des antibiotiques, comme l'amoxicilline ou encore le cérifoxime acétyl, selon le type d'infection et la tolérance là, du patient. On peut également remplacer un osselet, hein, les petits os dans l'oreille moyenne. On peut également remplacer un osselet, réparer un tympan là, perforé, ou même réduire le liquide produit par la maladie de Menière grâce à certains médicaments, comme les diurétiques, par exemple, l'hydrochlorothiazide ou les corticoïdes. Toujours bien sûr, là, prescrit par un médecin, qu'il soit généraliste ou otorhinolaryngologiste, un ORL. Il est aussi possible d'enlever des tumeurs situées dans l'oreille moyenne, comme un cholestéatome ou un glomus tympanique, ou d'enlever des tumeurs qui sont logées là, sur le nerf auditif, comme un schwannome vestibulaire. Bien sûr, là, tous ces traitements sont réalisés par un chirurgien ou une chirurgienne otorhinolaryngologiste. Maintenant, parlons des appareils auditifs, un de mes sujets préférés, là. Pour la perte auditive neurosensorielle, qui est la plus fréquente, hein, 90% des cas, là, les, les, euh, les appareils auditifs restent la solution principale. Et ils sont plus efficaces lorsqu'on commence à les utiliser, à les porter dès qu'une perte auditive est détectée, plutôt que d'attendre là, 5 ou 7 ans là, avant de les obtenir. OK? Aujourd'hui, les appareils auditifs existent dans plusieurs styles ou formes, un peu comme les lunettes. On choisit selon les besoins, le degré de sévérité là, de la perte auditive, le confort et les préférences personnelles. Les appareils auditifs, maintenant on va regarder les différents types. OK? Les appareils auditifs derrière l'oreille sont les plus connus et les plus polyvalents. OK? Et les appareils auditifs derrière l'oreille, là, on a celui-là ici et celui-là. OK? Les appareils derrière l'oreille, ils conviennent à presque tous les degrés de perte auditif et il y en a deux types, là. On voit ici qu'on appelle le contour d'oreille et ici là, ce qu'on appelle le mini contour à écouteurs déportés. Alors, le contour d'oreille ici consiste à un petit boîtier là, qui est placé derrière l'oreille et qui est relié là, à un embout dans le conduit auditif. Et malheureusement, je n'ai pas d'image pour montrer l'embout ici, là. Le contour d'oreille sont solides, sont faciles à manipuler et représentent souvent là, un bon choix pour les surdités sévères ou lorsque la dextérité là, manuelle est réduite. Les mini-contours à écouteurs déportés là, se place également derrière l'oreille, hein, mais le haut-parleur, et on le voit ici un petit peu, le haut-parleur, là, ou l'écouteur, là, il se place directement dans le conduit auditif. Ils sont plus discrets que les contours d'oreille classiques, offrent un son naturel et constituent un style là, très populaire chez les nouveaux utilisateurs. Maintenant, les appareils dans l'oreille sont fabriqués, hein, on en a trois ici, là, les appareils dans l'oreille. Ils sont fabriqués sur mesure à partir de l'empreinte de l'oreille. On peut dire qu'ils sont là, vraiment taillés pour vous, hein. Il y en a trois types. Il y a ce qu'on appelle l'intra-auriculaire qui se place dans la conque de l'oreille. On a celui qu'on appelle l'intracanal, hein, et qui se place dans l'entrée là, du conduit auditif. Ils sont aussi là, un peu plus discrets. Et finalement, on a le complètement dans le canal ici,
et qui se placent là, profondément dans le conduit auditif et sont probablement les appareils auditifs là, les plus discrets. Presque tous ces modèles sont maintenant rechargeables et il n'est donc plus nécessaire là, de remplacer ou de changer la pile, ou les piles. Et les appareils auditifs d'aujourd'hui peuvent se connecter au téléphone et au téléviseur grâce à la connexion Bluetooth. Maintenant, parlons un peu des coûts des appareils auditifs en Ontario, hein. Je précise que je parle uniquement de l'Ontario, là où je pratique. Donc, ces chiffres ne s'appliquent pas nécessairement là, aux autres provinces, OK? Le prix dépend, les prix dépendent du type d'appareil auditif qui est choisi par le patient, là. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les appareils de base, hein. Ils coûtent environ 1 000 $ par oreille ou 2 000 $ pour une paire, hein. On a les appareils de milieu de gamme là, qui coûtent environ 2 000 par oreille ou 4 000 pour une paire. Et on a les appareils de haute gamme qui coûtent environ 3 000 par oreille ou 6 000 pour une paire, hein. Ce prix-là ne reflète pas les programmes de financement en Ontario. Puis ça, c'est important là, que je souligne ça ici où les audiologistes et les médecins là, peuvent aider les patients à obtenir jusqu'à 500 $ par oreille ou 1 000 $ là, pour les deux oreilles du gouvernement de l'Ontario. Et le programme, là, c'est je sais pas trop c'est quoi en français, là, mais c'est ce qu'on appelle en anglais The Assistive Device Program, ADP. Aussi, là, plusieurs assurances couvrent une partie et parfois là, la totalité des coûts. OK? Alors, quelle différence entre les différents types de modèles là, de prothèses auditives ou d'appareils auditifs? Dans un premier temps, hein, on a les appareils de base. Ils amplifient les sons très bien, mais les réglages sont un petit peu plus limités et la réduction du bruit est aussi un peu plus limitée, hein, la réduction du bruit environnant, là. Et on a les appareils de milieu de gamme, hein. Ils offrent une meilleure réduction du bruit et aussi ils permettent des réglages plus précis. Euh, nous avons dernièrement là, finalement les appareils en haut de gamme, hein. Ce sont les plus avancés. Euh, Ils ajustent automatiquement le son là, selon l'environnement dans lequel on est, réduisent efficacement, désolé, le bruit et se connectent facilement là, au téléphone et aux autres appareils. En gros, là, les appareils de haut de gamme s'adaptent presque tout seuls pour que l'écoute soit plus confortable et plus confortable possible. Ces prix incluent l'évaluation, les réglages, la programmation, le suivi, la garantie et des petites réparations. OK? Maintenant, parlons des implants auditifs. Pour certains patients, pour certaines personnes, il existe aussi des implants osseux ou des implants cochléaires qui peuvent restaurer, là, qui peuvent améliorer l'audition quand les appareils auditifs hein, ne suffisent pas, là. Les implants osseux, hein, on a une image ici d'un implant osseux, transmettent le son par vibration à l'oreille interne et sont souvent utilisés chez les patients ayant une malformation de l'oreille externe ou certaines conditions là, comme une otite séreuse, hein, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'écoulement là, de décharge qui sort de l'oreille. Et si on a beaucoup d'écoulement de décharge qui sort de l'oreille, ben, ça va souvent empêcher la prothèse auditive conventionnelle de bien fonctionner. Et nous avons les implants cochléaires. Ici, on a une petite illustration là, d'un implant cochléaire qui stimule directement le nerf auditif pour les pertes neurosensorielles sévères, profondes ou importantes, là, aidant à mieux comprendre la parole et à communiquer là, au quotidien. Et finalement, parlons là, des aides auditives de suppléance à l'audition, hein. Il existe aussi des amplificateurs de téléphone ou des alertes visuelles pour la sonnette et les alarmes.
Comme le port des appareils auditifs n'est pas recommandé la nuit ou pendant le sommeil, il est aussi important d'avoir des réveils matins qui vibrants, des réveils matins vibrants, des détecteurs de fumée adaptés vibrants aussi, ou encore des dispositifs là, qui signalent les pleurs d'un bébé pour les personnes ayant des pertes auditives importantes. Pour mieux suivre les conversations dans le bruit, on peut utiliser aussi des systèmes FM ou des amplificateurs personnels. Même pour la télévision et les loisirs, les solutions comme les écouteurs sans fil, les books à induction et les sous-titres là, peuvent vraiment aider. Finalement, on est presque à la fin de notre séminaire, de notre webinaire. Finalement, parlons de la différence entre un ou une audiologiste et un ou une audioprothésiste. Et pourquoi leur parler de ça? Parce que ces deux professionnels de l'audition travaillent souvent en collaboration et plusieurs personnes ne savent, et souvent les gens là, ne savent pas toujours qui fait quoi. Fait, je pense que c'est important de savoir. OK? L'audiologiste, ça, c'est un ou une professionnelle de la santé formée à l'université qui détient soit une maîtrise ou un doctorat en audiologie et dont la pratique est réglementée par un ordre professionnel, comme pour les médecins, les dentistes ou les optométristes. Il ou elle évalue l'audition et la santé auditive de façon complète, avec une prise en charge non seulement des pertes auditives, mais aussi des acouphènes, de l'hyperacousie, des troubles du traitement auditif et même des troubles de l'équilibre. L'audiologiste peut avoir des patients de tout âge, y compris les enfants, il ou elle peut aussi recommander, programmer et ajuster non seulement les aides auditives ou les appareils auditifs, mais aussi des implants osseux, les implants cochléaires et aussi les aides de suppléance à l'audition. L'audioprothésiste détient une formation collégiale. Sa pratique est réglementée seulement au Québec et en Colombie-Britannique. Et la réglementation varie là où n'existe pas dans les autres provinces. Son travail se concentre surtout sur les aides auditives ou les appareils auditifs. Son rôle principal est de conseiller, d'ajuster et d'optimiser les appareils auditifs, principalement chez les adultes euh, et qui présentent une perte auditive, là. Il ou elle réalise également des tests d'audition liés à l'appareillage et réfère vers un audiologiste ou un médecin lorsque la situation dépasse là, leur champ de compétences ou de pratique. Pour les enfants, les audioprothésistes ne réalisent pas là, les tests d'audition, mais ils peuvent ajuster les appareils auditifs en collaboration là, avec un ou une audiologiste. Finalement, ils ne peuvent pas ajuster les implants cochléaires ou osseux. L'idée importante à retenir ici, là, c'est que ce ne sont pas des professions en compétition, mais elles sont vraiment complémentaires. Là, c'est ça, je voulais terminer mon webinaire en vous présentant mon équipe, hein. Voici, euh, voici Sarah et Bethany et moi, hein. Nous sommes deux audiologistes et une coordonnatrice de soins aux clients, aux patients. Je pratique dans une des cliniques de Here Canada, située à Oshawa, qui est à environ 40 minutes de Toronto. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vous aider avec vos besoins en santé auditive et vos appareils auditifs. Alors, merci là, de votre écoute et questions? Merci, Danny. Merci beaucoup pour cette Ben oui. présentation riche et éclairante. Nous allons maintenant passer à la période des questions. OK. Euh, Peut-être que je devrais peut-être arrêter ma euh, présentation ici parce que je ne les euh, vois pas les questions. Alors, je vais que, juste... que pensez-vous des appareils auditifs en vente libre OTC qui ne se sont pas encore approuvés au Canada? Hmm. Euh,
Ah, ça, c'est vraiment une bonne question et je ne m'y attendais pas du tout. Euh, j'ai plutôt un sentiment que c'est important d'avoir un professionnel de l'audition dans un premier temps, hein, d'avoir un bon diagnostic euh, de perte auditive, d'en savoir le degré et de savoir quel traitement là, pourrait être utilisé. Euh, Si je réponds en regardant l'expérience des Américains, parce que les appareils là, over the counter là, aux États-Unis, ça se vend déjà depuis quelques années, je crois. Et souvent, les gens vont les acheter dans les pharmacies, par exemple. Et il y a beaucoup de pharmacies qui ont abandonné euh, la vente de ces appareils-là parce que avec des appareils auditifs qui soient recommandés ou qui soient over the counter, les gens ont besoin de beaucoup de suivi, hein. Souvent, l'appareil auditif ne fonctionne pas, se bloque de cérumen ou de cire d'oreille. Euh, et si vous dépensez jusqu'à 1000 ou 2000 dollars pour acheter un appareil over the counter, et après un mois, là, l'appareil ne fonctionne pas, ben, le pharmacien ou la pharmacienne ne sera pas là pour vous aider nécessairement. Et ça, c'est une chose, hein. Il n'y a pas de suivi là, qui vient avec l'achat de ces appareils-là. Et aussi, le risque là, si les appareils sont un peu trop forts pour la surdité que vous avez, hein, on ne veut pas occasionner là, des problèmes au niveau de l'oreille, hein. On ne veut pas occasionner des acouphènes, par exemple, ou de l'hypersonie ou des situations comme ça. Alors, euh, d'une certaine façon, je crois qu'ils ont leur place, mais je les verrais peut-être plus en clinique, dans une clinique d'audition, là, qu'en vente libre, là, dans les pharmacies ou en ligne, là. Ça serait ma réponse. Merci, Danny. Vraiment, Euh, vraiment une bonne question, oui. mhm, mhm. Euh, je vous. Can we stop share? Your stop share? I thought I did. No. Ah, see. I thought I did. Ah, non. You are- Voilà. OK, OK. merci. J'ai une question. Ouais. Je pense à la banane à la parole. Oui. Et puis, en anglais, ils disent, vous ne pourrez Speech banana. pas euh, entendre la différence de ball, tall, fall. Avez-vous des mots en français? Ah oui, on a des listes monosyllabiques, comme on dit, là, où il faut évaluer la discrimination auditive du patient. Ça fait partie du test de routine là, dans une clinique d'audition. Mais oui, on a des mots, euh, des mots clés là, qu'on utilise pour s'assurer que la personne devant nous là, peut percevoir ou détecter là, tous les sons de la parole qui sont importants pour bien entendre et comprendre. Avez-vous des exemples des mots, Ah peut-être? oui, le mot bleu. Ah, ben des exemples comme tall, ça me Mhm. vient pas là, vite, vite comme ça. Mais, euh, mais oui, il y a toutes sortes le mot vert, le mot bleu, ça me vient pas. J'ai un peu. I'm drawing a blank. Ah, c'est correct, c'est correct. OK. Ouais. Je pense qu'il y en a. Oh, oh, Jeanne dit fable et sable. Ça aussi. C'est une question là, qu'on retrouve dans le Non, chat, c'est ça? un exemple des Ah, mots en français, je OK, qui pense. sont fab Fable et sable. et sable. Oui, fable, sable. Ah oui. Puis si, Mhm. là, c'est ce qu'on. La consonne qu'on cible, là, c'est le sable, fable. Hein? On va voir si Mhm. la personne peut bien faire la différence, là. Surtout
lorsqu'on corrige là, la perte auditive avec les appareils auditifs. Mm. auditifs. OK. Merci. Je pense pas qu'il y a d'autres questions. Ça fait que on, on est fini. Ah, ça va passer vite. Oui. Merci sincèrement à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous vous invitons à surveiller les informations concernant notre prochain webinaire en français, qui portera sur les acouphènes et qui aura lieu le 31 mars 2026. Au nom de la MEC, je vous souhaite une excellente soirée. Merci tout. Merci Danny Ah, et Vincent. euh, encore une fois, merci Anne-Marie pour l'invitation. Et on se revoit le 31 sur le webinaire sur les acouphènes. Oui. Oui. Parfait. Merci.